Il y a aussi beaucoup d'outils industriels, c'est-à-dire que c'est des marques dont on n'entend pas forcément parler dans le grand public. Ce sont des casques qui valent là pour le coup plutôt 5 000, 10 000, 15 000 euros, mais qui permettent d'avoir des applications professionnelles extrêmement pointues avec des résolutions d'images très précises, etc. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, que je suis ravi de retrouver comme chaque mois dans le cadre du partenariat entre EDF et Monde Numérique. On parle donc cette semaine de réalité virtuelle et on ne le sait pas forcément, mais EDF a développé de nombreuses applications autour de ces technologies, Julien Villeray. Oui, alors certaines, on les utilise déjà concrètement, d'autres, on est en train de se préparer, on est en train de réfléchir à différents usages, mais c'est déjà effectivement complètement pris en compte dans tous nos dispositifs, à la fois techniques, industriels, mais aussi on pense à des usages pour le grand public, pour nos clients particuliers. Vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, alors par exemple, dans l'habitat, quand on habite un appartement ou une maison, il nous arrive d'avoir besoin de faire des travaux, de faire des devis, de faire estimer des choses, et on sait tous ce que ça veut dire, prendre une journée de vacances ou de RTT, faire venir quelqu'un qui va nous facturer un déplacement, etc. Aujourd'hui, avec un système de visualisation en réalité virtuelle, on peut faire visiter son appartement ou la pièce que l'on veut faire rénover, par exemple, à distance à un technicien ou à quelqu'un qui va pouvoir, à distance, là aussi, produire un devis, ce qui est un gain de temps et une économie financière pour tout le monde, pour l'entreprise, mais aussi, évidemment, pour le particulier. Alors vous allez me dire, oui, mais alors il faudrait que nous, on ait tous notre modèle numérique de notre maison, ce qui n'arrivera pas. Alors d'abord, si, il est probable que ça arrive à terme, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, avec son smartphone, avec des applis très simples, on peut, en prenant en photo et juste en vidéo, en fait, son espace autour de soi, créer automatiquement la copie numérique de son logement avec les fenêtres, les emplacements des meubles, de la pièce, etc. Donc c'est des technologies qui existent déjà, qui évidemment sont peu développées, mais qui sont des choses que l'on regarde. Donc par exemple, pour ce qui est de la maison, de nos maisons à nous tous, mais il y a plein d'autres cas d'usage pour ce type de technologie. Un autre qui va intéresser probablement nos auditeurs parce qu'il est évidemment très concernant, comme on dit, c'est l'implantation, par exemple, d'éoliennes. Il y a des débats parfois sur, oh là là, mais moi je ne veux pas d'éoliennes près de chez moi, ou Oui. on me dit qu'il va y avoir une éolienne. À quoi ça va ressembler ? Comment ça va fonctionner ? Eh bien, grâce aux outils de visualisation de type réalité virtuelle, on peut mettre un casque sur la tête des gens qui veulent aller regarder l'effet depuis chez eux et concrètement se rendre compte de tiens, cette éolienne offshore qui est à 20 km des côtes, quel effet visuel ça donne depuis ma maison, depuis la plage, depuis le port, etc. Et donc ça permet évidemment de prendre conscience beaucoup plus clairement, de façon beaucoup plus évidente, de l'impact environnemental ou visuel de ce type d'installation. Voilà, ça c'est deux exemples très grand public de la VR. Alors, on est plutôt dans la réalité virtuelle ou dans la réalité augmentée ? Alors, on peut être dans les deux. Le plus simple, c'est la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on modélise finalement l'intégralité de l'espace, et en fait, c'est de la mer, donc c'est pas très difficile. Si je parle d'offshore, par exemple, c'est pas très difficile à modéliser. Et là, on est complètement immergé dans un monde virtuel, mais on peut aussi évidemment avoir en réalité augmentée, en surimposition, par rapport au paysage qu'on a autour de soi, les éoliennes en question. Techniquement, aujourd'hui, il est beaucoup plus simple de faire un développement de réalité virtuelle que de réalité augmentée pour des questions techniques. Mais évidemment, on imagine bien qu'à terme, la réalité augmentée va supplanter la réalité virtuelle pour ce genre d'usage. Aujourd'hui, la difficulté de la réalité augmentée, c'est le champ de vision. C'est-à-dire que quand on met un casque de réalité virtuelle, on a l'impression d'être complètement immergé, on tourne la tête, tout suit. La réalité augmentée, souvent, elle est limitée à un champ de vision très réduit, une petite fenêtre qu'on a devant les yeux, ce qui est moins immersif que ce que peut l'être la VR, mais tout ça va évoluer évidemment techniquement. Tout ça, ce sont des projets où il y a déjà des choses qui sont en service ? Alors, sur la partie visualisation, par exemple, d'installations industrielles, c'est déjà en service. C'est des choses que les citoyens peuvent utiliser et qu'on leur apporte dans ce qu'on appelle des maisons des projets, des endroits où on peut venir voir à quoi va ressembler le projet qui va être en construction bientôt, dans le cadre de débats publics. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà. Sur la partie logement dont je parlais,
ça n'existe pas encore, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui, et il y arrivera probablement dans un horizon pas si lointain des premières applications. Mais dans le monde de l'entreprise, on utilise déjà énormément les casques de réalité virtuelle tous les jours. Par exemple, dans le monde industriel, dans une usine, dans l'occurrence une centrale nucléaire par exemple, aujourd'hui, nos intervenants de maintenance utilisent souvent des casques de réalité virtuelle qui permettent de préparer une intervention. On s'en rend pas compte quand c'est pas son métier, mais voilà, aller faire une intervention dans une centrale, c'est énormément de préparation, c'est énormément de temps pour rentrer dans les zones qui sont difficiles d'accès, pour trouver la bonne vanne, le bon tuyau, le bon etc. dans un univers qui est extrêmement contraint. Et donc on prépare toutes ces interventions avant. Historiquement, ça se préparait sur des plans. On prenait des plans papier ou éventuellement électroniques, ce qui posait un certain nombre de problèmes, parce que souvent, ce qu'on voit en 2D sur un plan, ça traduit pas la réalité en 3 dimensions sur le terrain. Et que, tiens, on n'avait pas pensé qu'à cet endroit-là, il y avait telle contrainte, telle échelle qui bloque, tel truc. Et donc, souvent, une fois sur 10, l'intervention ne pouvait pas être réalisée. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Désormais, dans beaucoup de cas, les techniciens préparent dans la réalité virtuelle leur intervention. L'ensemble de nos centrales nucléaires, par exemple, ont été modélisées en 3D grâce à des outils, des drones qui sont, des outils, c'est pas des drones, pardon, au sens où ils ne volent pas, mais c'est des petits robots qui viennent cartographier un peu comme pour Google Street Map l'intérieur des centrales. Tout ça a été mis en 3D, virtualisé, et aujourd'hui prépare leurs interventions avec un casque de réalité virtuelle pour bien voir par où se déplacer, comment arriver sur place au bon endroit très vite, à quel endroit se trouve exactement l'outil, la pièce, la vanne où ils doivent intervenir, et jusqu'à s'entraîner avec les petites manettes sur voilà le geste que je vais devoir faire quand je serai sur le terrain. Ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont utilisées. Donc vous surveillez de près l'évolution technologique, et notamment la sortie des casques, Meta, Apple, etc. Oui, alors on a un laboratoire dédié à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée dans notre centre de recherche et développement qui teste évidemment tous les appareils et les devices que l'on connaît aujourd'hui et qui se prépare à en tester de nouveau. Effectivement, on entend tous parler des futures versions, en particulier du casque d'Apple. Il y a aussi beaucoup d'outils industriels, c'est-à-dire que c'est des marques dont on n'entend pas forcément parler dans le grand public. Ce sont des casques qui valent là pour le coup plutôt 5 000, 10 000, 15 000 euros, mais qui permettent d'avoir des applications professionnelles extrêmement pointues avec des résolutions d'images très précises, etc. Donc il y a toute une gamme en fait d'outils existants, mais les casques grand public que vous mentionnez, par exemple Meta, ceux de Meta, sont déjà utilisés par beaucoup d'entreprises et bientôt chez EDF, puisqu'on est en train de déployer ce dispositif pour faire ce qu'on appelle du onboarding, c'est-à-dire accueillir des nouveaux salariés. On est aujourd'hui dans un monde où on n'est pas tous les jours au bureau, on a souvent du télétravail, on a parfois des gens qui rejoignent l'entreprise depuis un endroit lointain, à l'international. Donc comment ces gens, on les accueille, on les fait rentrer dans le monde de l'entreprise? Eh bien aujourd'hui, il y a tout un tas de dispositifs qui existent, par exemple dans des grands cabinets de conseil, pour accueillir ces nouveaux arrivants, les former, leur présenter leur future équipe, les outils de travail, tous ces sujets-là à distance dans un casque de réalité virtuelle. Il y a un grand cabinet de conseil très connu qui a démarré ça pendant le confinement et qui l'a continué. Aujourd'hui, quand on est recruté dans ce cabinet, et je crois qu'il recrute quasiment 25 000 personnes par an, on reçoit un casque de réalité virtuelle, en l'occurrence un casque de Meta, et on rentre dans l'univers de ce cabinet de conseil, de cette marque, dans une place virtuelle où on peut retrouver tout un tas de gens, voilà. Et ça, c'est des usages, encore une fois, qui ne sont pas fantasmés, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez le développement de ces technologies dans les entreprises, d'une manière générale, Julien Villeray ? On voit bien que ça va se déployer très très vite parce qu'aujourd'hui, le coût du casque, certes, est important pour un particulier, puisque évidemment, investir 200, 300, 400 euros pour les casques très grand public, ou, on entend dire, 2000, 3000 euros pour le casque d'Apple, 1500 euros pour la version professionnelle de celui de Meta, c'est évidemment beaucoup d'argent, mais ramené au monde de l'entreprise, ça se rentabilise extrêmement vite. Si je fais des formations, ce qui arrive de plus en plus souvent avec de la réalité virtuelle, finalement, un casque à 1500 ou 2000 euros, mais que je vais pouvoir réutiliser pendant des années sur des centaines de personnes, c'est pas un très gros investissement. Et par contre, ça me permet, par exemple, sur les formations en santé-sécurité, on s'est rendu compte avec des études très sérieuses que quand on visualise une situation dangereuse
en réalité virtuelle, dans un casque, on est beaucoup plus performant derrière quand cette situation arrive dans la vie. Pourquoi ? Parce que le cerveau a expérimenté finalement une forme quasi réelle de cette situation. On le voit beaucoup aussi sur les formations au secourisme, qui se font de plus en plus avec de la réalité virtuelle. Certes, des mannequins, mais aussi des situations un peu dangereuses qui peuvent se faire en réalité virtuelle. Ça permet de préparer finalement le cerveau à ces futures situations complexes, dangereuses ou angoissantes, et permet donc d'être plus efficace à ce moment-là. Donc il y a plein d'usages qui sont en train de se déployer. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Et donc bientôt sans doute dans les entreprises, en guise de starter kit comme on dit, un ordinateur, un t-shirt et puis un casque de réalité virtuelle, pourquoi pas.